L'actualité au Togo retient également notre attention. 7 morts dans une explosion au nord du pays. Avant d'aborder cela, nous continuons notre voyage au pays de Assimi Goïta. Justement, il appelle à l'unité après la levée des sanctions. Corneille Norbert Kwasi a la parole. Mais avant de vous la donner, je vous pose une question. Vous aviez dit tout à l'heure que Alpha Condé, voulant faire un troisième mandat, a été déposé par Mamadi Doumbouya. Dans votre pays aussi, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara fait un mandat de plus. Les gens parlent de troisième mandat, d'autres du premier mandat de la troisième République. Votre souhait était quoi, qu'on le dépose aussi? Mon souhait n'est pas qu'on dépose le président Alassane Ouattara parce que avant de faire le troisième mandat, le président a eu la peine de consulter toute la classe politique. Quand vous voyez un parti comme le PDCI, qui est un parti centenaire, dirigé par des gens très habiles dans la politique, qui ont soutenu le président Ouattara, a fait un troisième mandat. Parce que quoi? Ils ont dit que c'était une autre république. Une troisième. Une troisième. Et donc, le président Bédié l'a suivi. Et quand on change, aujourd'hui, les gens se plaignent parce que le président Bédié, tel qu'on l'a dit, on n'était pas là. Peut-être que le président Ouattara lui a dit non, que je te promets cette place-là. C'est pourquoi il a accepté. Parce que dans son cas, c'était l'âge qu'on avait enlevé. C'est-à-dire qu'il pouvait continuer. À son âge-là, il pouvait continuer encore. Mais il n'avait jamais su que le président Ouattara voulait changer pour que lui-même il soit là. Mais quand on le soutient et qu'il arrive, on ne peut plus rien faire. Alpha Condé, lui, il n'a pas tenu compte il n'a pas de tenu tout cela. compte. C'est-à-dire qu'il a fait un passage en force. Mais le cas ivoirien est un peu difficile. Parce que nous sommes dans un pays en guerre. Et le monsieur arrive, il pacifie le pays. Il travaille très bien. Quand vous arrivez à Abidjan, le président Ouattara a métamorphosé la ville d'Abidjan. Moi, je peux dire qu'après le président Fouette, c'est le président Ouattara qui a mieux travaillé. Quand vous prenez M. Bédié qui a fait 7 ans, rien. Vous prenez le président Gbagbo qui a fait 11 ans, ce n'est même pas 10 ans, il a fait 11 ans. Il n'y avait rien, il a même dit que c'est parce qu'il y avait la guerre. Mais Israël est en guerre perpétuelle. Mais Israël évolue. Il n'a rien fait. Mais allez-y à Abidjan, vous allez voir le travail que le président Ouattara fait. C'est un travail impeccable. Et puis d'ailleurs, les circonstances dans lesquelles le président Ouattara revient encore, s'il laissait ce pays-là, on irait peut-être 30 ans en arrière dans les palabres. Donc ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il va prendre le temps de régler ce problème-là. Donc on prend la route alors de Bamako pour terminer vous allez rebondir. J'étais disant que le cas malien est un cas particulier de coup d'État. Parce que Assimi fait un premier coup d'État pour enlever Ibeka. Et il met des dirigeants civils à la tête. C'est Bandao. Mais dans la réalité, ancien militaire. Ancien militaire. Mais Bandao s'est transformé en civil. C'est d'ailleurs Assimi Goïta qui l'a proposé. Hein. Vous voyez que... C'est lui qui a pesé. Le cas Assimi et le cas d'Amiba, vous voyez que c'est différent. Si vous voyez qu'au Burkina, il y a un problème, c'est parce que Damiba ne fait pas ce que le peuple demande. Mais dans le cas malien, Assimi a dit qu'il est là pour le peuple. Il est venu pour chasser ces rebelles, ces assassins. Effectivement, il le fait très bien. C'est pourquoi quand il arrive, sachant très bien qu'il y a des mains qui sont tapis dans l'ombre pour les empêcher à travailler, pour les empêcher à chasser ces djihadistes, ils sont partis prendre le groupe Wagner pour venir les aider. C'est pourquoi ils peuvent dire à la France... Donc tout se passe très bien, contrairement à ce que Honorable a dit. Oui, tout se passe très bien. Ben, on a vu des massacres récemment. Michel, tu me laisses, je vais développer un peu. Allez-y. Parce que nous avons un problème. Je vous embrouille finalement. Non, tu ne m'embrouilles pas. C'est ton travail. Nous avons un problème en Afrique. Vous voyez que les Blancs, ils ont envoyé leur démocratie. Quand on parle de démocratie, ils ont une autre manière de voir la démocratie chez eux par rapport à la démocratie chez nous. Nous avons parlé du Rwanda tout à l'heure. Pour eux, Kagame joue bien le rôle. Donc c'est un véritable démocrate, même quand il n'y a pas d'opposant. Mais on ne peut pas comprendre que des djihadistes soient dans une région et que la France, avec tous les moyens technologiques, diplomatiques, économiques que la France a, que la France puisse faire 8 ans dans un pays et qu'on ne puisse pas
chasser les djihadistes. Pourtant, le RNA venait de nous dire tout à l'heure que quand les djihadistes venaient prendre Bamako, c'est la France qui les a chassés. Mais quand vous écoutez, il les a arrêtés. Leur route vers Oui, Bamako. oui, il les a arrêtés. Ça veut dire que la France fait intermédiaire entre les FAMA et les djihadistes. N'est-ce pas? Il est venu appuyer. La Pas France des est venue positions appuyer. aériennes. Oui, tu n'as pas de position aérienne. Mais ces avions-là sont partis où? Les drones sont partis où? Cette même France, cette même armée qui a pu arrêter ces djihadistes lourdement armés tels Donc, que c'est vous dit. soulignez l'échec de la force française pendant ces 8 ans. La force française a échoué. Lamentablement. Les politiques français ont échoué au Mali. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et puis, si on veut assimiler, ça veut dire que la démocratie et chasser la rébellion ou bien les djihadistes, on va faire fausse route. Qu'on laisse les autorités maliennes travailler. Parce que Ibeka était civil, il était là, il était même vassalisé, inféodé par la France. Mais pourquoi est-ce que la France n'a pas pu chasser ces djihadistes-là? Et aujourd'hui, on veut mélanger tout ce problème-là, démocratie. Quand le monsieur fait l'appel, il ne fait pas l'appel seulement aux Maliens. C'est pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. Il fait l'appel à la CEDEAO, oui, qui aujourd'hui font semblant de comprendre quelque chose, ils lèvent les sanctions. Il fait l'appel aussi à la France. Le doyen l'a dit tout à l'heure. Entre le Mali et la France, c'est la même chose. Ça veut dire que la dent et la langue peuvent se battre, mais ils vont toujours cohabiter ensemble. S'ils ont compris et qu'aujourd'hui ils ont levé les sanctions, lui, Koïta, il pense bien qu'ils vont travailler ensemble. Il lance l'appel aussi aux opposants maliens qui sont inféodés. Notre gros problème en Afrique, c'est que tous nos opposants sont liés aux Occidentaux. Est-ce que quand on s'oppose à Assimi Goïta, par exemple, est-ce qu'on est inféodé par des Occidentaux? Quand tu prends la classe politique, politique malienne, dis-moi un seul nom qui n'a pas fait ses études en France. Dis-moi un seul nom qui n'est pas coopté par la France. Mais si nous travaillons dans ce sens-là, travailler pour l'Occident, pour détruire l'Afrique, ça veut dire quel que soit le leader charismatique, le leader panafricain qui va arriver dans notre pays, il sera toujours combattu par les locaux. Si je comprends bien, Choguel Maïga est lié à la Russie, il travaille pour la Russie. Mais il est lié pour la Russie, il travaille pour la Russie. C'est clair et net. C'est clair et net, il travaille pour la Russie. Quand je vais te prendre pour venir régler un problème chez moi, je suis lié à toi. Il ne faudrait pas qu'on se cache les choses. La France a mal joué le jeu. Mais s'il a mal joué le jeu, qu'on peut prendre une autre personne pour venir jouer le jeu. Laisse-moi. Choguel Maïga a dit quoi? Que ce qu'on a perdu avec la France, c'est qu'on ne peut pas gagner avec la France, on le gagne avec la Russie. Alors, tout va bien. Tout va bien. Alors, réaction 2 minutes sur Claude d'Anglemou. J'aborde un peu le problème que M. Kouassi vient de soulever au niveau de la France au Mali. La France a refusé que Kidal soit touché dans le domaine du combat contre le terrorisme. Il n'y avait plus l'administration malienne à Kidal. Or, Kidal regorge des djihadistes peuls. Et c'est quand 2 journalistes français sont venus là-bas pour voir ce qui se passe vraiment, ils ont été assassinés. Et jusqu'à ce jour, on ne sait qui a fait quoi, qui a commis ces crimes. Ce qui veut dire qu'en partie, la France est venue au Mali pour jouer son propre jeu. Et non pour aider, en fin de compte, effectivement. Vous confirmez le rôle trouble de la France à la prise au Mali. de Bamako par les djihadistes, mais à la suite, ce sont ses intérêts qui ont prévalu. Et c'est pourquoi, 8 ans après, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Voilà. Quand on montre à la télévision les équipements français, que ce soit les hélicoptères, les blindés et autres là, il est vrai que le Mali est grand. Mais la France devait avoir un résultat prometteur. Mais tel n'a pas été le cas. Est-ce que c'est la France seule ou bien la France avec les Maliens eux-mêmes? Non. Il n'y a pas seulement la France, il y a d'autres pays occidentaux qui y étaient. Il y a l'Allemagne, le Danemark, la Suède. tout ça, ouais. Mais tout ça, c'est autour de la France parce que c'est le pays colonisateur. Alors, Honorable voulait aussi ajouter quelque chose. On passe au Togo. C'est que quand on parle de la gestion d'un pays sur le plan politique, il faut parler de ça sur le plan politique.
sur le plan de la sécurité, sur le plan économique, il faut le dire. On a dit tout à l'heure que le Rwanda, au niveau politique, il y a des problèmes. Tout le monde sait. Au niveau économique, ça va. Économique, développement, ça Ça va. va. Au Mali, c'est la démocratie. Mais si on me dit aujourd'hui que le problème du Mali est différent de celui du Burkina Faso, alors que nous tous on s'est accordé qu'il y a eu quand même des erreurs au niveau du Burkina Faso. Non, soit on ne peut pas faire de deux poids, deux mesures. La démocratie, il y a eu coup d'État. La constitution malienne votée par tous les Maliens interdit le coup d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut attendre la fin du mandat de Ibeka. D'ailleurs, il tendait même quand le bateau est en train de couler. Non, écoutez, par principe, ce n'est pas bon de faire un coup d'État. C'est ce que moi je relais, en se basant sur les constitutions des pays démocratiques, de démocratie. Maintenant, pour la gestion de la crise sécuritaire au Mali, c'est autre chose. J'ai bien dit que, à la suite du doyen, que c'est la France, que grâce à la France, qu'on a arrêté l'avancée vers Bamako. Mais après cette avancée vers Bamako, le résultat, on l'a vu. Les djihadistes se sont repliés. Sur Kidal et autres. Et je suis d'accord avec le doyen. Quand la France a fini d'arrêter l'avancée des terroristes vers Bamako, tout le monde a applaudi, les Maliens même ont applaudi. Mais la suite laisse quand même à désirer. C'est une banqueroute Surtout totale. Moi aussi, en ce temps, je n'étais pas d'accord avec le fait que Kidal a été laissé parce que l'armée malienne demandait à intervenir à Kidal pour mettre de l'ordre. La France a prétendu que c'était les rebelles parce qu'il y a la Zawad. Qu'il y a un problème entre les rebelles et le pouvoir finalement, on dit la même chose. Et maintenant, même avant que la France ne chasse les djihadistes, les repousse, les rebelles ont été chassés de Kidal par les djihadistes. Et là, à mon avis, on devait quand même permettre, lorsqu'on fait le boulot, on devait permettre quand même que l'autorité de l'État soit aussi à Kidal, sur le terrain à Kidal. Et ça a été une erreur grave. Ça, il faut le dire, une erreur grave. Moi, je dis les choses, lorsque je le sens, je le vois, je le dis. Ça a été une erreur grave de la France. Et vraiment, ça, il ne faut pas se voiler la face. Mais je n'ai jamais dit que c'est la stratégie française qui est la meilleure. On constate ce qu'on constate. Parce que pourquoi la France, sur le plan militaire, a pu venir à bout des djihadistes qui avançaient vers Bamako? Parce qu'ils étaient visibles. Ils allaient en troupe pour aller envahir c'est une guerre, finalement, c'est une guerre asymétrique. Les gens se cachent derrière les rochers, tout ça là. Donc, je ne dis la France, vraiment, après 8 ans, a échoué. Il ne faut pas se voiler la face. A échoué, il n'y a pas eu de résultat. Mais quand même, il y a eu quand même de satisfaction, entre guillemets, mais qui est mitigée, parce qu'on n'est pas arrivé à bout des rebelles. Mais je le dis et je le répète. Vous condamnez les coups d'État? Je condamne les coups d'État. Avec véhémence. Lorsqu'on dit maintenant... Partout. Et la preuve, je vais poser une question. Par exemple, allez vite. Si Assimi Goïta, qu'on adoube que c'est lui qui fait bien, si aujourd'hui quelqu'un lui fait un coup d'État, il sera d'accord? Moi, je ne serais pas d'accord si quelqu'un fait un coup d'État à Assimi, parce que le travail que Assimi fait, pour le moment, pour moi, c'est un très bon travail. Non, ça veut dire parce que si Assimi a permis qu'aujourd'hui, la France quitte les bases de Kidal et que les FAMAS s'installent et que d'autres peuples viennent. Parce que quand on prend le problème malien, c'est un peu complexe. Ils ont d'abord, dans les années 80, la même France a voulu que cette zone-là soit un autre État. On va aller au Togo. On comprend les positions. Si quelqu'un fait coup d'État à Assimi Goïta, qui ne serait pas accepté, on dit la même chose. C'est la même chose. C'est comme ça qu'on a fait le coup d'État à Roc aussi. On n'était pas d'accord. Le gars aussi l'a dit que Assimi Goïta a fait 2 coups d'État. Le deuxième coup d'État qu'il a fait à l'autre, qui lui-même a proposé que c'était vraiment pas bon. Donc les coups d'État ne sont pas bons. Il faut avoir le courage de le dire. Même quand le bateau coule. Même quand le bateau coule, comme au Burkina. Ça coulait. Non, sur le plan sécuritaire. Non, ça coulait pas. Allez. Même si quand le bateau coule, il n'appartient pas à l'officier d'intervenir. Parce que l'institution qu'on appelle armée est sous le gouvernement, sous l'autorité. On peut voter des sanctions, des motions de sanctions à l'Assemblée nationale. La fin de leur mandat pour... Allez, on va filer aussi au Togo. Doyen, on va parler un peu du Togo et cette explosion qui est survenue dans la préfecture de Tono au nord du pays et qui a causé la mort à 7 personnes et fait 2 blessés
dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 juillet, selon une annonce faite par les forces armées togolaises. FATS, doyen, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? L'enquêteur a enquêté. Je peux dire que cette triste nouvelle nous a rendu tous mal depuis dimanche. Et surtout quand on a vu les photos sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, ça fait mal. Moi, la seule question que je me suis posée est la suivante. La région de Savane est déclarée en état d'urgence sécuritaire. Comment est-ce qu'un tel attentat peut être possible? Et surtout dans la nuit. Est-ce la responsabilité des familles de ces enfants qui les ont laissés sortir? Or, sur cette même voie, ils ont fait l'aller. Et c'est sur la voie du retour que ça s'est passé. Les mines sont posées quand? C'est le point d'interrogation. Donc, comme le gouvernement a dit que l'enquête est ouverte, on va voir les conclusions pour en savoir plus. Homme politique togolais, l'enquête est là, elle va pouvoir nous édifier. Mais est-ce que vous avez des échos de ce qui s'est passé concrètement et qui a coûté la vie à ses compatriotes? Oui, d'abord, qu'il me soit permis de présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées et les familles de ces enfants fauchés dans la fleur de l'âge par cette barbarie. Et de présenter mes sincères condoléances à ces familles et de souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Actuellement, à l'étape de cette situation, on ne peut pas se prononcer parce que on n'a pas encore une version officielle et détaillée de ce qui s'est passé. On parle des mines. Est-ce que les mines ont été posées pour ces enfants-là ou qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru entendre aussi qu'il y a eu même des coups de feu venant du ciel, de tout ça là. Bon, il y a certaines versions, mais du ciel comment? Ça dit qu'on veut faire croire qu'on a peut-être envoyé les mines à travers un hélicoptère, par exemple. Donc les mines n'étaient pas et sur ces voies-là, c'est quand on a vu venir ces enfants que ces mines-là sont tombées du ciel, entre guillemets. On veut parler de quoi? De bavure? Bon, je ne sais pas. Donc, je parle de ce que nous avons appris et des sources, je dirais, des réseaux sociaux. Oui. Bon, mais la version officielle, quand je dis ça, c'est parce que je voulais appeler à ne pas donner trop de crédit à ce qui se dit sur les réseaux sociaux de gauche à droite. C'est pourquoi j'ai parlé même de ces mines-là qui seraient venues du ciel. Et de se fier à la version officielle, ils ont dit eux-mêmes et que le gouvernement dit qu'il y a une enquête. Et je crois que dans un délai très proche, on va nous situer quand même sur les premiers résultats de cette enquête pour qu'on puisse savoir ce qui s'est réellement passé pour se prononcer. Donc actuellement, l'enquête a commencé, l'enquête est ouverte et qu'elle se poursuit. Et nous sommes d'accord que le nord du pays est sous l'état d'urgence et actuellement sécuritaire. Donc il faut vraiment faire attention. Et l'état-major des forces armées togolaises l'a souligné dans un communiqué qu'il faut que les populations soient plus prudentes, surtout pour les sorties nocturnes. Donc actuellement, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir analyser la situation et vraiment se prononcer. Mais toujours est-il que ça s'est passé au nord où les terroristes attaquent régulièrement nos forces de défense et qui font face et qui protègent notre pays au niveau de cette zone-là. Donc, vivement que nos forces de l'ordre et de sécurité aient le courage et qu'ils poursuivent cette chasse-là aux djihadistes. Le peuple est derrière eux et que dans un bref délai que nous puissions
avoir ce qui s'est passé réellement cette nuit-là, qui est quand même très déplorable, surtout qu'il s'agit des enfants qui ont été victimes de cette barbarie. Alors, au colonel Norbert Kouassi, parlant de communiqué des forces armées togolaises, le communiqué pour le moment n'évoque pas de pistes terroristes. On peut penser pour le moment à quoi, selon vous? Bon, je voulais d'abord présenter mes sincères condoléances aux parents qui ont perdu leur enfant. Surtout que c'est des plus petits, ils ont dit entre 10 et 15 ans. Et 15 ans, c'est des adolescents. Et présenter mes condoléances aussi à l'État togolais. Le doyen venait de dire tout à l'heure que les enfants sont partis d'un point A à un point B, sur le même chemin. Il n'y a pas eu de blessés. Mais au retour, on comprend qu'il y a des mines qui sont posées et ça a sauté, ce qui a fait que ces enfants sont morts. Mais généralement, quand tu te fais sauter par une mine, c'est les pieds qui sont coupés totalement. Mais cette fois-ci, ce n'est pas les pieds qui sont coupés, tel qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux, c'est l'estomac qui est déchiqueté, ou bien c'est une autre partie. Vous pensez à quoi? Donc, je viens. On ne sait pas si ces rebelles, tels que on fait leur apologie, qu'ils ont des armes sophistiquées, peut-être que ces rebelles ont pu violer le territoire togolais avec leur avion pour pouvoir détruire et tuer ces enfants. Vous voulez parler des terroristes? Je veux parler des terroristes. Non, là, je peux rectifier, ce n'est pas avion, peut-être des drones. Parler des drones. Voilà. Peut-être que ces terroristes ont des drones et qu'ils ont pu tuer ces enfants. Ça, c'est la première analyse. Mais la deuxième analyse, nous sommes dans un lieu où il y a un état d'urgence. Mais on nous dit que c'est la nuit que les enfants reviennent. Peut-être que cela peut être aussi une bavure du côté de l'État togolais. Ça peut arriver parce qu'ils surveillent la zone. En surveillant la zone, de la manière, la nuit, on peut voir certaines personnes à terre. Ce n'est pas de la même manière que la nuit. L'État togolais est sur le front du Nord. Il y a de cela 3 mois, 4 mois. Il surveille bien le Nord. Surtout que les terroristes sont souvent des jeunes. Surtout que les terroristes sont avec les jeunes. On peut les confondre, c'est ce que on peut les confondre et puis ça peut arriver. Donc, nous attendons les enquêtes et puis nous attendons aussi que le peuple togolais soit patient, même si ça a été une bavure, que les gens ne jettent pas l'anathème sur l'État togolais, mais qu'ils comprennent que c'est la lutte contre le terrorisme qui a amené tout cela. C'est pourquoi il va falloir que les peuples dans ces zones-là soient très, très, très vigilants et qu'ils respectent les consignes données par le gouvernement togolais. Alors, l'enquêteur, ce point m'intéresse. Bavure, peut-être. Oui, tout d'abord, je voudrais me racheter parce qu'avant d'intervenir, je devais présenter mes condoléances aux familles pleurées et surtout féliciter les forces armées togolaises pour leurs efforts dans la sécurité dans les savanes. Bon, concernant ce que vient de dire M. Kouassi, il a fait une belle analyse, mais du moment où nous ne sommes pas là, du moment où nous ne sommes pas dans la localité pour écouter des bruits de l'engin et autres là, je ne peux personnellement pas dire... Lui fait des analyses, on attend la version officielle. Que ce soit une bavure ou une mine posée, tout ça, ce sont ceux qui sont dans la localité de Natigou là, qui doivent effectivement savoir ce qui s'est réellement passé. Comme l'a dit l'honorable, que des gens ont dit sur les réseaux sociaux, il a bien dit que les réseaux sociaux parfois ne sont pas des sources fiables. De ce fait, je me suis dit que je vais attendre le communiqué final du gouvernement concernant cet événement du samedi au dimanche. Alors, honorable? Oui, au fait, dans toutes les luttes, il y a quand même des bavures. Surtout quand vous prenez des armées qui sont installées pour combattre
surtout le terrorisme, car en Afghanistan, avec les États-Unis, Partout, oui. partout, Les États-Unis même en ont tellement fait. Hein. Irak, il y a des bavures. La France, Donc, au Mali, l'analyse que vient de faire Corneille, c'est une analyse. C'est une analyse. Il a donné des pistes. Des pistes ou bien des hypothèses que l'enquête maintenant va nous permettre d'élucider. Ouais. Donc, actuellement, si c'est une bavure, moi, je ne sais pas. Là, les enfants sont déjà morts. Il y a eu déjà cet acte qui a été posé. L'État prendra, je fais encore ces analyses, si c'est vraiment une bavure, ça dépendra de ce que l'enquête va nous dire. Ça permettra à l'État de pouvoir changer de stratégie ou bien de bien quand même se positionner pour pouvoir éviter ces bavures-là, si c'était vraiment des bavures. Maintenant, si c'est les terroristes qui ont utilisé des drones, et ça permettra aussi à l'État de pouvoir quand même aussi savoir prendre comment des dispositions. les contrer, prendre des dispositions pour les contrer prochainement. Donc, tout ceci, avec l'enquête, vous savez, l'armée, comme on le dit, c'est la grande muette. Et lorsqu'on est face à des djihadistes, ce n'est pas toutes les informations qu'on met sur la place publique. Donc, vivement que le peuple ait la patience, comme je rejoins toujours M. Kwasi, que le peuple ait la patience. Et on déplore la mort de ces enfants. Jeunes. Ce qui se passe maintenant, c'est que notre pays est en guerre. Honorable, justement, vous êtes un élu, vous avez un message à envoyer à cette population du Nord, puisque Corneille l'a dit tout à l'heure, il faut la vigilance, il faut respecter surtout les mesures prises par le gouvernement. Comme le gouvernement même l'avait dit lorsqu'il avait décrété l'état d'urgence, il a parlé de vigilance, de symbiose entre le peuple et l'armée pour pouvoir permettre à l'armée de lutter efficacement. Actuellement, l'état-major des forces armées aussi l'a encore souligné que le peuple soit vigilant du côté du nord surtout. Et moi, pour finir, je lance encore un appel à nos frères et à nos concitoyens, à nos compatriotes du nord. Et nous sommes de cœur avec eux parce que c'est eux qui subissent actuellement. C'est tout le Togo qui est attaqué, mais c'est eux qui sont au front, entre guillemets, et ils ont tout notre soutien. Nous sommes de cœur avec eux et nous comptons aussi sur nos forces de défense et en symbiose avec eux, et nous pouvons arriver à bout de cette heure. Ils ne vont pas rentrer au Togo. Moi, je suis confiant, je suis très très sûr que les terroristes ne vont pas rentrer. Ils cherchent à rentrer au Togo, mais ils ne vont pas réussir. Je compte sur nos forces de défense. Maintenant, les populations qui sont pris entre deux feux, entre le feu de l'armée togolaise et le feu djihadiste, et ont pris beaucoup pour qu'ils puissent respecter les normes imposées par l'état d'urgence et pour qu'ils puissent permettre à l'armée de faire bien son travail pour pouvoir arriver à bout de cette terrorisme. On prie beaucoup aussi pour nos forces de l'ordre qui font un sacré travail. On prie pour le ministre de la Sécurité, le général Liark, sous l'impulsion du chef de l'État togolais. C'est un plaisir de vous avoir, ça a été, j'allais dire, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Corneille Norbert Kwasi, homme politique ivoirien. J'espère que le séjour se passe très bien. Ici au Togo, merci également au doyen Fioklou Danglenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Merci infini à vous, honorable Beau-Soleil Obekou, député à l'Assemblée nationale, président de l'association Togo pour tous. Merci également à vous toujours pour l'attention particulière. Merci également pour vos remarques. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. Excellente semaine à tout le monde.